Chapitre: Comment est structurée la société française? Commençons tout d'abord par le plan. Nous commencerons par une introduction en définissant ce qu'est la structure sociale. Puis dans une première partie, nous nous demanderons autour de quelles caractéristiques, autour de quels facteurs la société est structurée et hiérarchisée. Dans un deuxième temps, nous verrons que la société française, depuis 1950, a connu une série d'évolutions. Enfin, dans une troisième partie, nous nous poserons une question sous forme de débat. Est-ce que l'analyse en termes de classe sociale est encore pertinente aujourd'hui pour analyser la structure sociale? Commençons donc tout d'abord par définir ce qu'est la structure sociale. Et exceptionnellement, je vais commencer par un exemple avant d'arriver à ma définition. La pyramide que vous avez sous les yeux, c'est une manière de se représenter la société française. Une manière de la dessiner, de trouver sa forme, dit autrement. Et pourquoi une pyramide? On pourrait très bien imaginer, finalement, que la société française, il y a tout en haut une élite, une minorité de personnes qui possèdent beaucoup de richesses. Et puis en bas, une masse d'individus qui n'ont pas beaucoup de propriétés et beaucoup de revenus. C'est ça une structure sociale. La structure sociale, maintenant de manière un peu plus rigoureuse, c'est une manière d'étudier la forme d'une société, ici une pyramide. Mais pourquoi étudier la forme d'une société? Pour en comprendre la composition en termes de catégories sociales. La pyramide, elle me servait à dire qu'il y a une élite tout en haut et une masse d'individus plus pauvres tout en bas. Donc ça signifie qu'il y a des différentes catégories sociales qui vivent dans cette société. Mais surtout, elles cohabitent, et alors on se pose la question des rapports qu'elles entretiennent entre elles. L'élite dans ma pyramide, quel rapport a-t-elle avec la masse des individus en bas? Alors, j'ai volontairement choisi un exemple simple, peut-être trop simple. La société française, est-ce qu'elle se résume à une pyramide? Non, c'est une simplification sous l'angle là du revenu, des richesses. Nous allons voir dans les prochaines minutes que la société française se structure autour d'autres facteurs. En effet, la société française est structurée et hiérarchisée autour de plusieurs facteurs. Ces facteurs, ce sont des éléments, des variables ou, si vous préférez, des caractéristiques sociales qui vont influencer la vie des individus. Il en existe plusieurs, voyons lesquels. Il y a tout d'abord l'âge, ensuite la catégorie socio-professionnelle, le sexe, le diplôme, le revenu, la composition du ménage et enfin le lieu d'habitation. Tous ces éléments-là sont des facteurs de structuration en ce qu'ils influencent, déterminent en partie la vie des individus. Exemple, si j'habite à la campagne, je n'ai pas le même mode de vie, les mêmes opportunités que si j'habite dans un centre urbain. Si je suis un homme ou une femme, je n'aurai pas les mêmes opportunités, le même salaire, etc. C'est ce que nous allons développer dans les minutes qui viennent. Mais il y a un autre élément important, c'est que ces facteurs, en plus de structurer la société française, hiérarchisent, c'est-à-dire que ces facteurs s'accompagnent d'inégalités. Commençons par l'âge et voyons comment il structure et hiérarchise la société française. Nous allons distinguer tout d'abord les jeunes des moins jeunes. Les jeunes, ce seraient des individus entre 15 et 25 ans ou 18-30 ans, et puis les moins jeunes à partir de 40 ans, 50 ans, 70 ans, et puis ensuite les retraités. Le fait d'être plutôt jeune ou moins jeune va s'accompagner d'opportunités, de chances plus ou moins fortes dans différents domaines. Soyons un peu plus précis. En matière d'emploi et d'insertion sur le marché du travail, les jeunes sont plus touchés par le chômage. Ils ont du mal à s'insérer durablement dans une entreprise. En effet, au lieu d'être en CDI, c'est-à-dire à contrat à durée indéterminée, ils sont plus souvent en CDD, contrat à durée déterminée, c'est-à-dire un contrat qui durera 5 mois, 6 mois, et puis après, on ne sait pas. Et puis ils seront davantage aussi en situation d'intérim. Tandis que les plus âgés, eux, sont mieux insérés sur le marché du travail, et sont davantage en CDI, en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire ont un emploi stable. Deuxième élément et conséquence de ce que je viens de dire, le revenu, le salaire des plus jeunes est souvent plus faible que celui des plus âgés pour une raison. Lorsqu'on est un jeune salarié, on n'est pas encore en situation de responsabilité et donc on est moins rémunéré que des travailleurs plus âgés. Évidemment, les retraités, eux, auront une diminution de leurs revenus. Enfin, le niveau de patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de biens possédés par un individu, un appartement, une maison, est très faible pour les jeunes parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre de côté, d'épargner, tandis que les plus âgés, eux, ont pu épargner, notamment les retraités, ils ont pu épargner toute leur vie et donc ils ont pu acquérir une maison. La CSP influence tout d'abord l'insertion sur le marché du travail. Que vous soyez cadre ou ouvrier,
vous ne connaissez pas de la même manière le chômage. En effet, le taux de chômage des ouvriers est bien plus important que celui des cadres. C'est-à-dire que la probabilité pour un cadre d'être au chômage, elle existe, mais elle est très faible. Mais il n'y a pas que le chômage, il y a aussi les conditions d'emploi, et on remarque que les cadres sont davantage employés en CDI, à contrat à durée indéterminée, ce qui est un emploi stable, tandis que les ouvriers seront davantage en CDD, contrat à durée déterminée, et également en intérim. Donc une situation un peu plus précaire. Cela va avoir une influence sur leurs revenus, et on note effectivement que les revenus et les niveaux de vie des ouvriers sont plus faibles que celui des cadres. La CSP a aussi une influence sur l'espérance de vie. Quand on regarde l'espérance de vie des ouvriers et des cadres, on remarque un écart environ de 6 ans. Les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers. Et cela peut s'expliquer par le mode de vie, mais aussi par les conditions de travail plus physiques, travail de nuit, travail dehors, qui peuvent nuire à la santé des ouvriers. Enfin, le parcours scolaire des enfants dépend aussi de la CSP des parents. On remarque un écart de réussite scolaire entre les enfants de cadres et les enfants d'ouvriers, les enfants d'ouvriers connaissant plus les redoublements et les abandons précoces à l'école. Mais il n'y a pas que l'âge qui permet de structurer et de hiérarchiser la société française. Il y a aussi les catégories socio-professionnelles, abrégées CSP. Alors ça, c'est à connaître absolument, car vous rencontrerez souvent les CSP dans des documents en sociologie, en SES. Qu'est-ce que c'est la CSP? Les CSP, c'est un moyen de classer les millions de travailleurs en simplement 6 catégories. On y voit ainsi un peu plus clair. Et comment on fait pour regrouper des millions de travailleurs en 6 catégories? Eh bien, on utilise des critères. Premier critère, on va classer les individus selon leur diplôme, selon leur niveau de qualification, allant du peu qualifié au très qualifié. Deuxième critère, le statut d'activité. Un travailleur peut être indépendant, travaillant à son compte, donc sans employeur, mais il peut être aussi salarié dans une entreprise, et alors il travaille sous les ordres d'un supérieur hiérarchique. Dernier critère qui permet de classer les travailleurs, c'est le secteur d'activité. Et on distingue le secteur primaire qui traite des ressources naturelles, la pêche, l'agriculture, mais aussi le secteur secondaire qui transforme les biens primaires, donc c'est la transformation des matières premières comme le fer, l'acier, l'industrie. Enfin, secteur tertiaire, ce sont les services, tout simplement. Et grâce à ces 3 critères, on peut classer les individus, tous les travailleurs, en 6 catégories. Voyons lesquelles. Première catégorie, ce sont les agriculteurs. Ce sont donc des indépendants qui travaillent dans le secteur primaire. Vous voyez, on a utilisé 2 critères. Mais il y a aussi les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Eux, ce sont des indépendants. Donc ils travaillent pour eux-mêmes, à leur propre compte. Ils n'ont pas d'employeur. Et ils travaillent dans le secteur secondaire et tertiaire. Troisième catégorie socio-professionnelle, ce sont les cadres supérieurs. Donc eux, ils se distinguent par leur haut niveau de qualification. Et on compte surtout des salariés dans cette catégorie, mais il y a aussi quelques indépendants. Les professions intermédiaires, comme son nom l'indique, sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de qualification moyen, entre les très qualifiés et les peu qualifiés. Et on peut les trouver dans plusieurs secteurs. Enfin, ouvriers et employés, ce sont 2 CSP assez proches, car elles se caractérisent par un faible niveau de qualification. Les employés, on va les retrouver surtout dans le secteur des services, les ouvriers, surtout dans le secteur secondaire, même s'ils sont présents dans le secteur tertiaire. Maintenant qu'on a compris ce qu'étaient les CSP, voyons en quoi il peut y avoir des inégalités entre ces différentes CSP. Le sexe aussi structure et hiérarchise la société française. Et pour cause, le fait d'être une femme ou un homme se traduit par des inégalités salariales en défaveur des femmes et en faveur des hommes. Essayons de comprendre pourquoi il y a ces inégalités. Tout d'abord, les femmes occupent moins souvent des postes à responsabilité. Elles sont moins souvent cadres que les hommes. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'elles ont ce qu'on appelle la double journée, une charge mentale, c'est-à-dire qu'en plus de devoir s'occuper de leur emploi, de leur travail, elles doivent s'occuper, plus que les hommes en moyenne, des tâches domestiques, des tâches parentales, de tout ce qui est à la maison, le ménage, mais aussi les enfants. Et donc, comme les femmes ont tendance à plus sacrifier leur vie professionnelle que les hommes pour leur famille, cela se traduit par moins de promotions et donc moins de postes à responsabilité pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle un plafond de verre qui limite la montée en compétences des femmes dans l'entreprise. Mais ce n'est pas tout.
Les femmes sont aussi surreprésentées dans la catégorie employée. Souvenez-vous, on l'a vu il y a quelques minutes, la catégorie employée, c'est une catégorie qui compte les individus qui sont moins diplômés et qui travaillent dans les services. Et bien les femmes sont surreprésentées dans ces métiers-là, des métiers du care, qui en anglais veut dire prendre soin, donc tout ce qui est métier de la santé par exemple. Et ils sont surreprésentés dans ces métiers-là qui ne sont pas forcément bien rémunérés. Mais ce n'est pas tout, il y a une autre raison aussi. Les femmes sont plus souvent à temps partiel. Le temps partiel, c'est lorsque l'on travaille moins de 35 heures, donc par exemple 20 heures. Et effectivement, les femmes sont plus touchées par ce temps partiel, un temps partiel qui peut être subi lorsque l'entreprise refuse de donner plus d'heures à une femme, mais il peut être aussi souhaité, ce temps partiel, pour s'occuper encore une fois de sa famille. Mais dans les deux cas, un temps partiel, on est moins payé qu'un temps plein. Enfin, dernière cause des inégalités salariales, c'est la pure discrimination, c'est-à-dire à même niveau de diplôme, à compétence égale, une femme va moins être payée qu'un homme, et là c'est de la pure discrimination qui est illégale. Passons maintenant au diplôme, et voyons en quoi il structure et hiérarchise la société française. Que vous ayez fait des études ou non, va en effet avoir des influences et des répercussions sur votre vie. Tout d'abord, les personnes non diplômées, c'est-à-dire sorties avec le bac ou moins, connaissent un taux de chômage très élevé parce qu'elles n'ont pas de compétences à faire valoir sur le marché du travail, alors que ceux et celles qui ont un niveau de diplôme élevé ont acquis des qualifications qui sont recherchées par les entreprises et leur taux de chômage est plus faible. Mais ce n'est pas tout. Les individus qui ont un diplôme plus faible vont aussi connaître des conditions d'emploi plus précaires, contrat à durée déterminée, intérim, tandis que les individus diplômés pourront obtenir un contrat à durée indéterminée qui est une situation bien plus stable. Ensuite, les revenus seront plus faibles, en effet, tandis que lorsqu'on est diplômé, on peut prétendre à monter en responsabilité au sein d'une entreprise et donc obtenir des revenus plus élevés. Tous ces éléments-là structurent la vie des individus et font qu'il y a des différences entre non diplômés et plus diplômés en matière de mode de vie, de consommation et de loisirs. Exemple, les pratiques culturelles, le fait d'aller au musée, au théâtre, à l'opéra, on voit d'énormes différences entre diplômés et non diplômés. Le lieu d'habitation, autrement dit le lieu de résidence où vous vivez, est aussi un facteur de structuration et d'hiérarchisation de la société. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre les différents lieux d'habitation qu'on peut avoir et dans lesquels on peut vivre. On peut vivre à la campagne, dans les territoires ruraux, mais on peut aussi vivre dans des banlieues défavorisées, appelées quartiers petits de la ville. Ou enfin, on peut très bien vivre dans un centre urbain, à Paris, à Marseille, à Lyon. Et le fait d'habiter dans un territoire rural, dans un centre urbain ou en banlieue défavorisée, va avoir des conséquences sur vos opportunités. C'est en ça que ça structure la société française. Voyons quelles opportunités on a ou pas. La présence ou non de services publics à proximité de chez soi. Les services de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, l'école, mais aussi police et justice, ne sont pas présents en même quantité dans ces différents territoires. Il y a des territoires où il manque des services publics et là où il y en a davantage. Mais ce n'est pas tout. Certains territoires regroupent des populations qui connaissent un fort taux de chômage, où il y a peu d'activités, peu d'entreprises qui sont implantées, et donc où la pauvreté est aussi élevée. C'est en ça que le lieu d'habitation structure et hiérarchise la société française, car il s'accompagne d'opportunités et de modes de vie et d'inégalités entre ses habitants. Enfin, dernier facteur de structuration et d'hiérarchisation que j'aborderai avec vous, c'est la composition du ménage. Mais qu'est-ce qu'un ménage? Un ménage, c'est l'ensemble des individus qui vivent sous le même toit. On pourrait très bien avoir un célibataire, ou bien une famille avec 2 parents et 3 enfants, ou bien une famille avec un seul parent et 3 enfants. Dans ce dernier cas, une famille avec un parent, on a ce qu'on appelle une famille monoparentale. Il n'y a qu'un seul parent. Un seul père, une seule mère. En vérité, c'est souvent une seule mère. La plupart des familles monoparentales sont des femmes. Et elles ont un problème, ces familles monoparentales. C'est qu'elles sont davantage touchées par la pauvreté. En effet, il n'y a alors plus qu'un seul revenu pour subvenir aux besoins de l'ensemble des familles et de l'ensemble des enfants. Et souvenez-vous, ce qu'on a dit il y a quelques minutes, les femmes sont en moyenne moins payées que les hommes. D'où le fait que les familles monoparentales, principalement des femmes, sont davantage touchées par la pauvreté. Tandis qu'une famille avec 2 parents, et donc 2 revenus, pourra davantage échapper à la pauvreté.